Je suis Gabriel, ce médecin est un spécialiste de santé publique. Son travail consiste à prévenir les épidémies. L'objectif est de vacciner tous les enfants de moins de 15 ans, dans le camp. Aujourd'hui, ils sont estimés à 30 000. Tout petit, je rêvais d'aider les autres, sauver, secourir, protéger. Finalement, je suis journaliste. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui exercent des métiers hors du commun. 1, 2, 3. Aujourd'hui, direction Zaatari, au nord de la Jordanie, qui accueille des réfugiés de la guerre en Syrie. C'est fou parce que là-bas, on voit pas la fin. En août 2012, la France a ouvert ici une antenne chirurgicale. 100 militaires au total, dont une trentaine de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignants. Je vais vivre quelques jours avec ces chirurgiens de guerre qui viennent en aide aux victimes du conflit syrien. 2 mg kilo. La seringue d'Adré, elle est où? Urgence absolue pour ces hommes et ces femmes venus sauver des vies en plein désert. Petite fille, Petite fille. bienvenue. Je ne m'attarde pas à Amman, la capitale jordanienne. Amman et ses célèbres ruines romaines. La Jordanie est coincée entre de puissants voisins, Israël, l'Arabie Saoudite, l'Irak et la Syrie. Aujourd'hui, c'est le conflit syrien qui déstabilise la région. La guerre civile qui oppose les combattants révolutionnaires au régime de Bachar el-Assad depuis 2 ans. 100 000 morts et plus d'1 million de réfugiés. La moitié de ces réfugiés sont installés ici, en Jordanie. Un tout petit pays, 7 millions d'habitants, qui accueille déjà depuis plus de 40 ans et la guerre des 6 jours, des centaines de milliers d'exilés palestiniens. Le camp de réfugiés de Zaatari est à 1 heure de route d'Amman. Direction plein nord, à 10 km de la frontière syrienne. Je suis impatient de rencontrer ces chirurgiens de guerre français. M'y voici. Premier constat, ici ne rentre pas qui veut. Il faut montrer patte blanche. Le policier... Bienvenue à Zaatari. Mes premiers pas dans le camp. Il fait 25 degrés et je dois trouver le groupement militaire français. Grille ouverte, l'officier de presse m'attend. Il ne me quittera plus d'1 semaine. C'est sympa comme ce petit camping. Je dirais que c'est particulier. Bonjour. Comme le veut la tradition militaire, je suis accueilli par le patron, le colonel Bossion. Bienvenue à Zaatari et sur l'emprise française. Petite emprise, hein. Petite emprise, un terrain de football. Un terrain de football. Bon. Voilà. Minuscule enclave, Les réfugiés. dans un camp que je pressens immense. C'est rude, non? Spartiate. Ça a l'air. Ça a l'air. Ici, vous avez notre centre opération. C'est le centre névralgique du détachement Tamour. Pourquoi Tamour? Parce que c'est un grand amour? Tamour, ça veut dire figue. D'accord. Figue ou date. Voilà. Vaut mieux le laisser en arabe, ça parle mieux. Tamour. Opération date, ça fait un petit peu... Tamour,
C'est le nom de code de cette opération humanitaire déclenchée en août 2012 par la France, avec l'objectif de soigner la population syrienne. Durant mon séjour ici, plusieurs visages vont devenir familiers. Fabienne, adjudant, 31 ans, infirmière, célibataire. Ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier. Une balle de Kalachnikov. Didier, chirurgien orthopédiste, colonel, 43 ans, marié, père de 3 enfants. Et on appelle ça des balles chemisées, comme dans le film Full Metal Jacket. J'arrive enfin à l'antenne chirurgicale. Mon guide est cette fois le docteur Patrice Ramiara, On fait vraiment de la chirurgie d'urgence. chef de l'antenne chirurgicale, 42 ans, médecin anesthésiste, marié, père de 3 enfants. Le bloc, il est là, en fin de compte. D'accord. Qui est le bloc opératoire qu'on a actuellement dans l'armée française. Je comprends vite que c'est ici que je vais passer pas mal de temps. Il faut savoir qu'avec ça, c'est un bloc qui est totalement équipé comme en France. Et donc là, les patients. C'est pris un éclat. Ou Et qui est là avec son père avec... Voilà, c'est son papa qui est là. D'accord. Donc, il y a des enfants, on fait comme en France. Voilà. Il est arrivé hier soir, on a opéré dans la nuit. Pas de fièvre. Pas de fièvre, les paramètres sont bons. Ce petit bout de chou à 5 ans, il me fait le V de la victoire. C'est mon premier contact avec les victimes de Bachar el-Assad. Juste une question, colonel. Quels blessés? En fait, c'est des blessés de quel camp, vous le savez, vous? Nous, on ne fait pas de distinguo, on soigne des victimes du conflit. On ne sait pas s'ils sont ou combattants ou victimes collatérales de cette guerre. Nous prenons tous les blessés, nous les traitons. Ça peut être des gens les soignons. de chez Bachar, de l'armée de Bachar ou des insurgés. On ne peut pas faire le distinguo et ça m'étonnerait quand même que ce soit des gens du camp d'en face. Vous êtes sûr? J'en suis pas à 100% sûr, mais C'est plutôt des insurgés. c'est plutôt des gens De la Révolution. de la Révolution, mais sans être certains, puisque nous ne leur demandons pas ce genre de choses. Ici, c'est un homme égale un homme. Tout à fait, quel que soit son camp. Pourtant, je vais constater ici que je ne rencontrerai a priori que des combattants de l'armée syrienne libre, les opposants à Bachar el-Assad, et des civils, victimes collatérales de la guerre entre les deux camps. « 8 heures du matin, pour tous, rassemblement militaire. Détachement au commandement, garde à vous. Seule exception, Fabienne, l'infirmière, et Audrey, l'aide-soignante. J'aimerais bien rester au lit ce matin. J'étais morte. Alors les gars, C'est la relève des collègues de nuit. Et la première question. ouais, vous avez fait des entrées? Non, il n'y a que 2 blocs, C'est vrai? 2 blocs qui sont déjà prêts. Il y a 2 blocs finalement? Pas de nouveaux blessés cette nuit. Personne n'a pu passer la frontière. Gabin, l'infirmier de nuit, briefe Fabienne sur les patients encore en soins. Plus qui se lève dès aujourd'hui. Ouais, il faut qu'il... Ce serait pas mal. Il s'est pas encore levé? Non, et aujourd'hui, on est le 25, tu as son pansement du fixateur à faire. D'accord. Salut les frères! 15 lits au total. Ce matin, chez les hommes, ils sont presque tous occupés. Comme tous ses collègues, Fabienne est à Zaatari pour un mandat de 2 mois. Ok, donc lui il est au bloc. Bloc, prêt. Salut les gonzesses, vous avez bien dormi? Après les hommes, elle passe dans la tente d'en face, celle des femmes et des enfants. Alors, elle, qu'est-ce que j'ai à te dire? Rien de particulier, elle a bien dormi. Et Rawan qui va très bien aussi, ma foi, et constant tout à fait normal. Rawan, 12 ans, ici avec son papa. Rawan a été criblée par l'explosion d'un obus. Elle a été hospitalisée avant l'arrivée de Fabienne. Il y a les fils rouges, c'est-à-dire ceux qui passent de mandat en mandat, notamment la petite Rowan qui est là, qui était là déjà au mandat précédent et qui est là depuis le début de notre mission. Et là, on a sa cousine en face qui, elle, donc initialement n'était pas hospitalisée, mais en fait, l'évolution de son pansement s'est pas déroulée comme on le voulait. Donc du coup, on l'a hospitalisée pour pouvoir surveiller un petit peu les soins et la cicatrisation. Ok. 2 enfants d'une même famille touchés par la guerre. Décidément, les petits Syriens payent un lourd tribut. 1, 2, 3. Comme ce jeune homme blessé par balle. Déjà opéré en Syrie, il repasse ce matin sur la table d'opération pour lui permettre de remarcher. Ouais.
Oh, ok. Bien dessiné. C'est dingue, quoi. On a l'os apparent, là. Ça, c'est la séquelle de chirurgie de guerre. Voilà. Je retrouve Didier, le chirurgien orthopédiste. C'est un ponte de l'hôpital militaire Bégin à Paris. Il sera mon professeur. Mais bon, il vaut mieux qu'il ait une cicatrice un peu charnue. Plutôt que cette horreur, là. Voilà. Il n'a pas trouvé une gonzesse avec ça. Il y a eu une fracture, je pense, a priori balistique. On voit bien la calcification ici. La calcification, c'est une solidification anarchique de l'os. Didier va devoir le raboter pour permettre aux blessés de remarcher. Non. Don't move. It's okay. All it's okay. Good. L'anesthésie est partielle, seul le bas du corps est endormi. Ça permet de garder les patients éveillés. L'avantage, pas la peine de mettre l'homme sous assistance respiratoire et de consommer inutilement de l'oxygène. Ici, tout est importé de France. J'enfile une blouse de chirurgien. Plus que jamais, Dr House. On la secoue en la tenant juste par le col. Elle est pliée de telle manière où elle va se mettre droite. Et après, en la tenant comme ça, vous rentrez une main dans la manche. Ça va tenir. L'autre main dans la manche. Alors, touchez à rien pour l'instant. Voilà, les mains ici. Voilà. Rentrez dedans. Voilà. Encore poussez bien. Voilà. Habillé par le chirurgien, c'est quand même... C'est classe. Hein. Moi, je dis que c'est classe. Même lui, il n'y a pas droit tous les jours. Alors, imaginez votre privilège. Et voilà. Voilà. Là, on va pouvoir le poser. Ce qu'on appelle le champage. On met les champs stériles. Même sous tente, même en plein désert, le souci d'hygiène est le même qu'en France. On y va ? Ouais. On va utiliser le bistouri électrique. De voir la chose de si près, c'est un privilège. L'orthopédie, c'est pas toujours des gestes très fins. Oui. Voilà, mais il y a tout. Vous pouvez avoir la microchirurgie. Donc Des choses un peu on opère avec des fils qui sont plus fins que des cheveux. C'est marrant, il nous parle comme si on comprenait. Oui. Tu aimes faire ça là? C'est la chirurgie. Ouais. Dès que t'as les mains dedans, Exactement. t'es heureux. Mais la partie, je vis dans la poussière, je dors sur un lit picot. C'est pas toute l'année ça. Ah oui, mais enfin, c'est Alors quand même- plus on vieillit, moins on le supporte. Effectivement, Je te confirme. Mais comment t'as su avant de le faire et que tu serais heureux de faire ça? Ah bah ça c'est une grande question. En troisième, j'ai dit je veux être chirurgien. En troisième? Orthopédiste. En D'accord. troisième du collège. D'accord. Tes parents étaient médecins Oui. Cardiologue. Il m'a emmené au bloc. pour te dégoûter. Exactement. Sérieux? Il a dit tu verras. Et puis en se disant qu'une fois qu'il aura vu ça, il va peut-être changer d'avis. Et je suis revenu en disant C'est ça. c'est génial. Tout va bien. Tu vois comme t'es beau gosse. Hein? Beau gosse, mais à quel prix? 35 points de suture. Le patient peut admirer tout de suite Ok ? sa nouvelle cuisse. Opération réussie pour Didier. C'est normal. Dans l'aile opposée, Fabienne et Audrey, l'aide-soignante, attaquent les soins. On va essayer de faire quelques pas jusqu'à la chaise. Allez. Super. Cet homme, opéré hier du tibia, doit déjà se lever. On est obligé de les faire se lever très tôt parce que les patients, on ne peut pas les garder longtemps. Il y a un brassage qui est très important. On est censé accueillir tous les soirs de potentielles urgences. Donc on veut avoir le maximum de disponibilité. Il faut faire de la place pour accueillir les nouveaux blessés. L'antenne chirurgicale ne dispose que de 15 lits. On va refaire les lits. Hein? Ah ça. Ouais. Comme ça, on peut faire les pansements sur quelque chose de propre.
C'est bien, ils nous aident, les patients, pour les... C'est génial. Une manière de dire merci. Eh, tu vas pas avoir froid, toi. Sans les chirurgiens français, ces deux-là auraient peut-être perdu leurs jambes. Donc vous, les pansements, c'est pas aujourd'hui. Audrey, elle, fait la toilette des patients. C'est le seul robinet d'eau de l'antenne chirurgicale et l'eau vient de ces bidons. Alors ça c'est les réserves d'eau en fait, parce qu'il n'y a pas d'eau courante branchée directement. L'eau, c'est le principal problème à Zaatari. Alimenter en eau des dizaines de milliers de personnes en plein désert est un exploit. Le précieux liquide est livré chaque jour par camion-citerne. 2 millions de mètres cubes tous les jours. Dans le camp français, l'eau est stockée dans ces réservoirs souples. Et pour l'eau chaude, une simple bouilloire. À l'antenne, Audrey a appris le système D. Non, on fait chauffer l'eau pour les patients, parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau chaude sur réseau, donc pas qu'ils se lavent à l'eau froide. Rowan. Ralas? Ah. Et Badia? Non? Ralas? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu caches, toi? Des plateaux repas. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils adorent stocker la nourriture. Et c'est pas trop compatible avec les sons. Pourquoi ça? Je pense qu'ils sont un peu dans cette optique où on conserve tout au cas où on va manquer. On a des plateaux qui datent d'hier. Avec la guerre, ces enfants n'ont pas toujours mangé à leur faim. Super. Je veux me rendre compte par moi-même de l'étendue de ce camp. Et c'est Gunther, le capitaine en charge des relations civiles, qui sera mon guide. Il y a un autre phénomène ici, c'est que les gens luttent contre l'ennui, contre l'enfermement, parce que les journées se succèdent et se ressemblent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont plus vraiment de rôle social. Il n'y a plus d'école? Il y a plus... Enfin si, il y a une école, donc... Le dilemme pour ces réfugiés, s'installer ou pas. Il y a beaucoup de signes extérieurs que l'on décrypte au fur et à mesure où on voit bien que les gens commencent à s'installer là dans la durée. Petit à petit, les commerces se sont étoffés. On arrive à trouver des produits maintenant qui ne sont plus des produits de première nécessité, mais des produits presque de confort. Oui, je vois parfumerie, vêtements... Alors parfumerie, vêtements, des machines à laver. Il y a certaines tentes qui sont équipées de machines à laver. Ici, on va tourner. On a quitté l'artère qui était orientée nord-sud, que l'on a baptisé les Champs-Élysées. Donc ça, c'est vraiment... c'est pour retrouver un peu notre esprit français. Et cette avenue, on l'a baptisée Avenue Foch. D'accord. C'est fou, hein. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Ils sont 70 000. Et plus de la moitié ont moins de 18 ans. Ce camp est géré par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sous l'autorité, bien sûr, des Jordaniens. Quand les Syriens arrivent ici, ils n'ont plus rien. Ou presque. Les biens les plus précieux qu'ils ont ici, ce sont les téléphones mobiles. Pourquoi? Parce qu'on est à 10 km de la frontière. Donc les gens discutent. Ils se renseignent sur leur maison, est-ce que les maisons ont été détruites ou pas. Voilà, ils captent les réseaux syriens, quoi, en fait. Ils captent les réseaux syriens. Ils se renseignent évidemment sur l'état de santé de leurs proches. C'est fou parce que là-bas, on voit pas la fin du camp. Oui. Enfin, on le voit, mais... Des tentes et des préfabriqués à perte de vue. 2 à 3 000 Syriens arrivent ici tous les jours. Peu à peu, Zaatari dévore le désert. Et bientôt, le camp prévu pour 150 000 personnes ne suffira plus. Et ils arrivent ici comment? À pied? Non, ils sont pris en charge par les autorités jordaniennes à la frontière, donc les gardes frontières qui les font monter dans des bus et on les emmène ici dans le camp. Ils passent une première nuit dans le camp, à même le sol sur une natte, et au petit matin on leur donne une tente qu'ils montent eux-mêmes. D'accord. Donc malgré tout, la traversée, ça reste une odyssée. C'est pas simple, c'est quand même une épreuve. C'est quand même une épreuve. Moi, Christophe. حمود لؤي قصي عبد مهمد مناف
T'as ici, écoute la... Ah, c'est... Oui. Au bloc, Patrice, l'anesthésiste, prépare le deuxième opéré de la journée. Quand soudain, l'urgence reprend le dessus. Il est pas endormi lui encore. Ouais, vaut mieux. On sort celui-là, on met l'autre à la place. L'homme sur la civière vient d'arriver. Il est gravement blessé. Le dos et un bras déchiqueté par l'explosion d'une bombe. Attendez que tout le monde soit prêt pour le transférer. Tout le monde est prêt? Oui. 1, 2, 3. C'est encore un combattant de l'armée syrienne libre. On va juste sortir le patient précédent. On est prêt? 1, 2, 3. Heureusement, ce patient n'était pas encore sous anesthésie. Encore quelques secondes et Didier ne pouvait plus retarder l'opération prévue. 15 grammes de sucre, de diplômé. On fait la radio du thorax. 1, 2, 3, go. Et on pose. Il n'y a rien sur le thorax. C'est une grosse blessure balistique. Ouais. Vous avez ça qu'en situation de conflit. 2 mg kilo. 25 de sucre. La seringue d'Adré, elle est où? L'homme a très mal. Il faut faire vite. Pour Patrice, l'anesthésiste, l'urgence est de le stabiliser et de le préparer pour le bloc. Le but, c'est pas d'aller trop vite pour griller des étapes, mais c'est de gagner du temps sur les choses simples. Et donc, en gros, on gagne un peu en matière de survie pour les patients. C'est Emmanuel, le deuxième chirurgien de l'antenne, qui est chargé d'extraire le projectile. Ouais. Bingo. Ah ouais. Oh, ça c'est du lourd. Ce morceau de métal a fait beaucoup de dégâts. Le bras, on peut raccourcir un peu. Ça lui fera un bras plus court, mais il vaut mieux avoir un bras raccourci que pas de bras du tout. Ceci est une balle de Kalachnikov, n'est-ce pas? On a un fémur cassé, sans projectile. Il n'y a pas de plaie, il n'a pas eu de dégâts. Donc là, c'est le travail à la chaîne, hein, capitaine? Et ça, c'est une balle de Kalachnikov. Donc c'est fait pour faire très mal, quoi. Les avions ont lancé des obus quand les enfants rentraient de l'école. C'est un obus de Bachar al-Assad. Déjà une petite évaluation des affaires là. Emmanuel est viscéraliste. Lui et Didier, l'orthopédiste, sont les deux chirurgiens de l'antenne. Ils s'assistent mutuellement. C'est Emmanuel qui va poser les broches. Les deux chirurgiens ont réussi à éviter l'amputation. Là, Emmanuel est en train de vérifier avec un petit doppler de poche qu'on sent bien les poux, que la main est bien vascularisée. Tu l'avais un moment. Demain. On a mis le bras en sécurité, la main est vascularisée, le bras est stabilisé, le pronostic vital n'est pas mis en jeu et il va être transféré donc, sur un hôpital jordanien pour la suite du traitement. Le bras de ce combattant a été raccourci d'environ 10 cm, mais il garde son bras et sera envoyé pour la suite dans un hôpital d'Amman. C'est la mi-temps. J'abandonne provisoirement le bloc opératoire. Besoin de prendre un peu l'air. Le job de ces chirurgiens est impressionnant. Pendant 2 mois, dans la poussière et un confort rudimentaire, loin de leur famille et de leurs amis, ils sauvent des vies. Au même moment, Rawan, la petite Syrienne gravement blessée à la jambe, profite des derniers rayons du soleil avec sa famille. Mais c'est l'heure de rentrer pour les soins. Et c'est Audrey qui s'en occupe. Rawan a déjà été amputée d'un orteil. Elle a subi 3 opérations. Et elle devra passer une dernière fois au bloc demain.
Rawan, tu m'aides? On voit beaucoup d'enfants, mais on s'y attache vite en plus. Ouais. Puis ils restent là longtemps parce que les enfants, on les garde en général avec nous. Parce que ça nous permet de les surveiller un peu plus de près. S'ils ont des traitements à prendre, on est sûr qu'ils les prennent, tout ça. Parce que, de par mon expérience dans d'autres pays, les parents vendaient souvent les médicaments des enfants. Donc au moins là, on est sûr de les avoir auprès de nous. À Zaatari, pour des raisons de sécurité, les militaires français sortent rarement de leur campement, ce qui limite forcément les activités extra-professionnelles. Seul exutoire, le sport. Footing pour Patrice, muscu pour Emmanuel. Pour peu qu'on ait besoin d'être seul, c'est très compliqué ici. Parce c'est une petite enclave, on vit toujours les uns sur les autres. Le sport, c'est la bulle où personne ne pénètre en fait. Donc c'est assez agréable. Fabienne, elle, enchaîne les uppercuts avec ses collègues. Un bon moyen d'évacuer la pression. Le stress, on arrive à le gérer avec l'expérience, mais c'est vrai que ça aide pas mal. Ouais. Il faut que je fasse du sport tous les jours, ça me permet de me défouler, on s'entretient physiquement et ça nous change d'activité. Ah, j'aime bien ça. Il est 20h. Patrice, l'anesthésiste, supervise le transfert vers Amman du patient qui a évité de justesse l'amputation du bras. Tout le monde est prêt? Ouais. Allez, ça va. 1, 2, 3. Ce voyage vers Amman est à risque. 2 infirmiers français l'accompagnent. 1 heure de route. Patrice prévoit un appareil de réanimation cardiaque. Les ambulances jordaniennes n'en sont pas équipées. On l'a reçu à 14h30, on l'a déchoqué en un quart d'heure, il est passé au bloc en une demi-heure, ça a duré 1h30 le temps de faire la chirurgie, et puis après, là on est dans des bons délais, quoi. Ça lui laisse quand même pas mal de chances. Quoi. Patrice et son équipe ont consacré 6 heures au total à ce blessé de guerre. Thank you. Bonjour. Bonjour. Ce soir, 4 infirmiers ont une mission. Chargés de lourdes malles, ils remontent les Champs-Élysées de Zaatari. Ils ont rendez-vous avec ce colosse syrien, un boulanger. Il prête son four aux Français car ce soir, pour l'équipe médicale, c'est pizza. La journée fut rude, comme toutes les autres. Autour d'un feu de camp, on décompresse. Audrey, l'aide-soignante, se confie. Je me suis engagée à 18 ans parce que j'avais envie de partir de chez moi, sortir d'une vie familiale un petit peu, de vivre des aventures comme on peut les vivre ici. C'est des beaux souvenirs, c'est une belle expérience, c'est enrichissant, on prend beaucoup de maturité. C'est ici, au coin du feu, que toute cette équipe, soudée, trouve l'énergie pour affronter le quotidien. Comme tous les matins, Patrice se rend au rassemblement. Les chirurgiens, eux, sont restés au lit. Généralement, on essaye qu'il y ait toujours une représentation de l'équipe au rassemblement, puis ça fait partie un peu de la vie militaire. Donc voilà, moi, en tant que chef d'antenne, j'essaye d'y être. Go! Attention pour les couleurs. Bravo, colonel. Envoyez. « 9h du matin. C'est l'ouverture de la grille à l'hôpital français. Les enfants attendent le top départ pour entrer. Comme chaque jour, ils sont des dizaines à venir se faire vacciner. C'est rigolo, on dirait qu'ils vont jouer. Une brouette en guise de poussette.
tout récent. Allez-y, allez. Alors, on va essayer de se frayer un chemin. Je suis Gabriel, ce médecin est un spécialiste de santé publique. Son travail consiste à prévenir les épidémies. L'interprète ici enregistre chaque personne et on leur donne un carnet de vaccination. D'accord. Carnet de vaccination qui nous permet d'enregistrer les vaccins qui sont faits aujourd'hui. Le vaccin d'aujourd'hui est contre la rougeole, une infection virale 20 fois plus dévastatrice que la grippe espagnole. Donc là, c'est le travail à la chaîne, hein, capitaine. L'objectif est de vacciner tous les enfants de moins de 15 ans, dans le camp. Aujourd'hui, ils sont estimés à 30 000. Ce matin, Gabriel espère vacciner 250 enfants, ce qui me paraît énorme. Et sous l'autorité de ce médecin, je vais faire ma première vaccination. Oui, j'ai toutes les cartes. Voilà. Vous relâchez. Et voilà, c'est fini. Bon, ça va, j'ai été bon. Ah bah très très bien, c'est impeccable. Bon, c'est une affaire qui roule, ça. C'est une affaire qui roule. Mais comment ça se fait que l'armée française s'est trouvée avec ça comme mission de vacciner C'est le tout premier épidémiologiste qui est venu avec le premier mandat, la mission a fait un travail d'évaluation des besoins en santé du camp et personne ne vacciné. Et sur un camp de réfugiés, c'est vraiment une action prioritaire. Pour l'OMS, c'est une des 10 priorités. Avec trouver un toit aux gens, avec leur donner à manger, avec leur apporter de l'eau propre, vacciner les enfants contre la rougeole est vraiment une des grosses priorités et des choses importantes à faire. Depuis 2012, les Français ont vacciné 20 000 gamins contre la rougeole. Pour éviter une épidémie, il faut vacciner 95% des enfants du camp. Retour à l'hôpital français. Je rends une petite visite à l'homme opéré hier de la cuisse. Bon, comment ça va? Ça va, merci. Vous avez vu la plaie comme elle est belle? Oui, la cicatrice est belle. Ça, maintenant, vous êtes marié? Non. Maintenant, vous allez pouvoir vous marier. Oui, parce que la plaie... Est-ce que ma plaie est infectée et comment va l'os? Elle a dit peut-être l'os c'est désinfecté. Je pense que tu es le médecin. Je pense que c'est... À l'os, nickel, hein? On a tout enlevé et mis de la cire au fond. Super. Moi, je suis pas médecin, hein? Un peu plus loin, Rawan, la petite Syrienne, est au bloc pour sa greffe de peau. Didier et Emmanuel, nos deux chirurgiens, se préparent. 50, j'ai mis à 30. Allez. On lui prélève un carré de 4 cm à l'intérieur de la cuisse pour la bonne viabilité du greffon. On va faire un petit quadrillage pour augmenter la taille de la greffe, en fait. Comme un barésie, en fait. C'est mieux quand tu t'appliques. Monsieur, je suis déjà au maximum, je suis désolé. Mais... C'est jeune, il faut vraiment les surveiller comme le lait sur le feu. Là, on peut estimer que si tout se passe bien, dans 5 jours, Rawan, elle sort de l'antenne, elle sort de l'hôpital et elle retourne dans le camp. Et on ne la revoit pas. Rawan sort du bloc et part en salle de réanimation. Pendant que Rawan se réveille lentement, Patrice me prend au dépourvu. Tu vas faire la partie anesthésique et puis la partie chirurgicale. Tout. Tout? Je veux tout. Je veux tout. Tu fais une anesthésie générale, là? Ouais. J'aide à porter cet homme. Il a pris une balle dans le dos, une blessure superficielle. C'est ça qu'on va aller chercher. Ceci est une balle de Kalachnikov, n'est-ce pas? C'est une balle de Kalachnikov, je sais pas. Oui, c'est une balle de Kalachnikov. On voit bien. Me voilà donc aide anesthésiste. Là, si on te laisse faire, c'est qu'il n'y a aucun risque. Souvent, on aime bien former les gens. Si, par exemple, là, on a un jeune caporal qui fait partie du poste de secours, on les forme aux gestes d'urgence. D'accord. C'est vite, caporal.
Alors il faut essayer d'être le plus étanche possible, tu vois. Tu mets ta main là, comme ça. Ouais. Comme D'accord, ça. ok. Là, c'est super bien, là, tu le préoxygènes très bien. Hein. Je suis bien là, Robert. Ah ouais, c'était parfait, là. C'était parfait. Il y a le chirurgien qui contrôle toujours, l'anesthésiste. Heureusement que je suis là pour surveiller. Hein. Mais Patrice assure. Et c'est un bon prof. Donc, le premier produit que j'injecte, c'est du Sufinta. C'est 1000 fois plus puissant que la morphine. C'est un morphinique de synthèse. Voilà, donc il y a des posologies à respecter. Hein, c'est pour ça qu'on fait des études. En plus du morphinique, on utilise ce qu'on appelle un hypnotique. On appelle du lait de coco. Le morphinique efface la douleur, l'hypnotique endort le patient. Voilà, parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à du punch coco, mais ça n'a pas du tout les mêmes vertus. Emmanuel, le viscéraliste, entre en scène. C'est à son tour d'opérer. On se le met en décubitus latéral gauche, tu sais. À sa gauche, je suis aux premières loges. La balle est à quelques centimètres au-dessous de la peau, près de la colonne. C'est vers le bas plutôt. Attends, je te passe la Christophe. C'est pas ici. Tu peux tenir ça comme ça? J'accepte bien volontiers de donner un coup de main au chirurgien. Voilà. Elle dit coucou Christophe, attrape-moi. Ça c'est une belle, hein. C'est une balle de Kalachnikov, ça. Ouais. 7,62. La première opération. Quand je pense qu'ils font toutes ces études pour ça. J'ai extrait ma première balle. Un peu plus tard, Didier tient à me montrer sa petite collection. Tu as les... Donc ça c'est la collection de tous les éclats qu'on a retirés. Ça c'est l'éclat qu'il y avait dans le dos du patient. Ça c'est quoi, éclat d'obus ça? On ne sait pas, oui c'est un éclat d'obus certainement. Et ça c'est une balle de Kalachnikov. Elle est complètement tordue et déformée parce qu'elle a rencontré de l'os, donc qui l'a complètement déformée. Et on appelle ça des balles chemisées, comme dans le film Full Metal Jacket. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un noyau en plomb et l'extérieur, c'est une chemise en général en cuivre. Donc c'est fait pour faire très mal, quoi. Des trophées de guerre comme autant de vies sauvées. Fin d'après-midi, juste le temps de faire un peu de sport avant la tombée de la nuit. Comme d'habitude, la petite famille se retrouve au coin du feu. Ce soir, c'est soirée créole. Cynthia, l'infirmière antillaise, prépare des beignets de banane. Ça fait du bien au moral, comme on est loin de notre famille quand même. Donc c'est important de se retrouver et puis retrouver un petit peu de chaleur humaine, etc. Ça fait du bien. Merci Augusto. Emmanuel et Didier, les deux chirurgiens, préfèrent quitter le groupe. Comme chaque soir, ils s'isolent pour appeler leurs enfants. Marie-Camille. Coucou. Tu sais qu'à la fin des vacances, moi je rentre, hein. Une quinzaine de minutes avec les enfants, ça fait du bien. C'est Didier. Bon. À demain. J'aurais fait visiter l'hôpital avec l'ordinateur, mais enfin pas les choses importantes, mais on leur montre les tentes de loin, etc. Ça leur donne une idée de là où on vit en tout cas. Le fait d'être sous tente, ça les fait un peu rêver. On a la chance d'avoir un réseau internet qui marche bien quand on n'a pas de moyens de communication. Notamment, il y a des missions où on n'a que le téléphone satellite, c'est un peu difficile. Vous leur dites que vous êtes chirurgien de guerre, qu'en Syrie il y a un conflit ou... Non, c'est des thèmes qu'on n'aborde pas parce que la guerre, ça génère l'anxiété et c'est jamais très bon. Et une ambulance. Une ambulance. 22h. Le balai des ambulances reprend. La pause est terminée. 2 blessés graves. Autour de moi, c'est l'agitation. Attention radio. Oui, attends, hop, c'est bon. Lui, il a une plaie où, lui?
Ça, parce que j'ai pas d'éclat sur la jambe. Ouais. Donc, C'est la jambe pas on n'a pas de coup de sortie. Bizarre. Bah ouais, mais Pour nous, c'est déstabilisant parce qu'on a un fémur cassé sans projectile avec un trou d'entrée. Donc, Il n'y a pas de trou de sortie. pas de trou de sortie. Et en principe, le trou de sortie est plus gros que celui En d'entrée. plus, ouais, normalement, il y a un effet cône. Hein, la balle, surtout quand elle. Elle percute. Voilà, quand elle percute, ça se met à tourner sur elle-même. Et le trou de sortie est beaucoup plus large que le trou d'entrée. La victime souffre, mais elle devrait survivre. C'est une urgence, mais là tout est stabilisé. On peut se permettre de repasser un deuxième contrôle, tout vérifier si on n'est pas passé à côté d'aucune plaie, si on n'a rien oublié. Pendant ce temps-là, Cynthia et Audrey font la radio du deuxième patient, étrangement silencieux. La balle est dans le pelvis. Ah oui. Dans le pelvis, il y a la vessie, il y a le rectum, il y a plein de choses. Ouais. Donc il y a des gros vaisseaux qui passent. Donc ça peut faire des dégâts. Ouais. C'est typiquement le genre de malade qui ne veut pas attendre. Il n'y a qu'un seul bloc opératoire. Dans l'urgence, l'équipe choisit qui peut attendre. Le blessé va rester une demi-heure sur le billard. Un chirurgien militaire, c'est le métier qu'on ne peut pas faire ailleurs. Hein. La chirurgie sous tente, au milieu de nulle part, en autonomie complète. Pour faire de la chirurgie de guerre, je crois qu'il n'y a que nous qui le faisons. Et il y a un côté très, vraiment excitant, quoi. Surtout quand on est jeune. Peut-être que plus tard, ce sera un peu pesant, mais je crois que pour un jeune chirurgien, c'est quand même vraiment extra, quoi. C'est le... Bah ouais, là pour le y a coup, pas de problème. on est occupé. C'est quoi? Ciseaux? Vas-y Didier. Je vais finir avec Céline et Sonia. Il n'y a pas de plaie, il n'a pas eu d'éclat ou de balle? Non, c'est une fracture. Ça aurait été une blessure par balle, je l'aurais pris. Les médecins français ne prennent que des blessés de guerre. C'est leur spécialité. Il est minuit, l'ambulance repart vers l'un des deux autres hôpitaux du camp. Le lendemain matin, 1 heure de voiture au milieu du désert. Direction Amman, la capitale, 2 millions d'habitants. J'ai rendez-vous dans un hôpital de la ville avec Didier et Patrice qui sont venus prendre des nouvelles du patient syrien qu'ils ont sauvé de l'amputation. Il est toujours en observation, suivi par des médecins jordaniens. Il va certainement pouvoir conserver un bras avec des séquelles, mais il y aura un bras qui sera en partie fonctionnel. Qui sera en partie fonctionnel. En partie fonctionnel, oui. Donc, ce qui est très bien pour lui. Il a eu du coup de vous trouver, lui. On peut dire ça comme ça. Voilà. Il arrive d'où? Il a un contact avec sa famille? Non, pas encore. Il vient juste de me demander d'appeler chez lui. Et il a un numéro de téléphone? Il veut appeler? Est-ce que je peux lui donner mon téléphone? Tu veux appeler chez toi si on te donne un téléphone? Ah ben voilà. On va lui donner mon téléphone. Allô maman? Comment tu vas? Tu peux me passer papa? Non, rien de grave, je te jure. J'ai juste un petit rhume. Je te promets. Passe-moi papa, s'il te plaît. Allô papa, oui. Écoute-moi, j'ai été blessé par balle. Non, rien de grave. Je suis à l'hôpital en Jordanie. Je me repose et je rentre bientôt. Je comprends son gros mensonge. Il ne veut pas inquiéter ses parents, bloqués à Dera, l'une des villes martyres de Syrie. Merci beaucoup. Vous pouvez juste lui demander qui il est et d'où il vient. Il vient de Syrie, de Dera.
C'est un soldat? C'est un soldat de l'armée libre. Il a été blessé pendant un combat. Ah, il a été blessé pendant les combats. Merci. Merci à vous et bon courage. Bye. Bon, bye. Retour à Zaatari. Pour Rawan, c'est bientôt la fin de l'épreuve. Ce soir, elle va dormir chez elle. C'est un peu la chouchou de Fabienne. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je pars en mission. Les patients, et plus particulièrement les enfants, on s'attache vite, ils sont reconnaissants, et de les voir évoluer dans le bon sens, guérir et tout, c'est vrai que ça fait des super souvenirs et ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier. Une ambulance arrive. Et à l'intérieur, pour une fois, ça n'est pas un blessé de guerre, mais deux femmes. L'une d'entre elles est enceinte. L'accouchement est imminent. En face de l'antenne chirurgicale se tient une tente blanche. C'est celle de Gynécologie sans frontières, une jeune ONG nantaise installée dans le camp français. Ici, ils sont 5 à assurer un service d'obstétrique. Je suis invité par Nora, l'une des gynécos, à entrer sous la tente au moment où l'accouchement se termine. Tout s'est bien passé. Garçon? Petite fille. Petite fille. Bienvenue. Qui a besoin d'un petit peu d'oxygène. C'est le combienième aujourd'hui? Il y en a eu 4 cette nuit, là c'est le 5e depuis minuit. 5e depuis minuit? Oui, hier on en a eu 12. Hier 12? Ouais, 12 bébés. Depuis son arrivée il y a 2 semaines, Nora a accouché 9 bébés en moyenne, chaque jour. Il pleure pas assez là? Non, ça va, là ça va. Mais on a dû l'oxygéner un peu ouais, pour le... secouer un petit peu. Hop, voilà, elle l'emmaillote comme ça, comme Anaïs va vous montrer. Ah oui? Ouais. Attends, je te change une aiguille. Voilà. Ils se sentent plus en sécurité comme ça. Ouais. Il découvre le monde d'une manière un peu bizarre, hein, lui. Hein. Il se retrouve dans un camp de réfugiés. Et en fait, les femmes du camp pensent que, comme il y a eu beaucoup de sacrifiés, beaucoup de morts, de tués en Syrie, elles pensent que les bébés sont protégés et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent. C'est leur croyance dans le camp. Voilà. Qu'ils sont protégés et qu'ils viennent renouveler un peu. Oui. Les morts au combat. On dirait que c'est le mien. C'est pas le mien. Oui, allez, on va le présenter à sa maman. Ça fait du bien, ce sentiment que la vie continue, que les familles se perpétuent, qu'il y a de l'espoir. Avant de quitter Zaatari, une dernière chose me tient à cœur. Raccompagner Rawan auprès des siens. Après 2 mois d'hospitalisation chez les médecins militaires français, 4 opérations et pas mal de larmes, elle rentre chez elle, dans le camp. C'est son frère. C'est son frère. C'est son frère? Ouais. Et c'est lui qui nous emmène dans ce mobil-home de 10 mètres carrés où ils vivent à 7. Salam alaikum. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 2 mois et demi qu'on est là. On a quitté la Syrie, on est arrivé directement ici. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les avions ont lancé des obus quand les enfants rentraient de l'école. D'accord.
C'est un obus de Bachar al-Assad, hein? Oui, bien sûr, un obus de Bachar al-Assad. Vous êtes venu au camp pour les soigner. Les enfants sont restés hospitalisés 10 jours. Mais le problème, c'est que dans les hôpitaux syriens, il n'y a pas de médecins et pas de médicaments. Quand elle sera totalement guérie, vous voulez rentrer en Syrie? Inch'Allah, nous allons rentrer en Syrie. Mes enfants et ma femme vont rester ici. Pourquoi ils ne rentrent pas avec vous? Vous savez, c'est dangereux là-bas. Les bombes tombent jour et nuit. Un jour, mon mari travaillait sur le toit de notre maison et des obus ont explosé juste à côté de lui. Comment c'est la vie ici, madame? La vie est dure. Les toilettes sont communes et c'est très sale. Ce n'est pas comme chez nous. Ici, il y a beaucoup de poussière et il fait très chaud. Vous pensez que vous allez rester combien de temps ici? On espère rester un mois et demi maximum. Mais on dit ça depuis notre arrivée. Merci beaucoup, en tout cas. À Zaatari, je n'aurais pas croisé que des combattants, mais beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Dernier passage au camp pour saluer toute l'équipe médicale qui a tenu à me faire une surprise. On vous remet le produit de votre travail. La balle que j'ai extraite. Je repars ce soir. Eux sont encore là pour une quinzaine de jours. Tous rentreront en France avant sans doute d'accepter une nouvelle mission. Il est temps pour moi de repartir à la découverte de nouveaux horizons où m'attendent d'autres hommes, d'autres femmes, aux métiers peu ordinaires.